l'utilisation des pollens au service de la médecine. Je vais couper une petite branche. Il travaille aujourd'hui avec des chercheurs et des médecins pour identifier les propriétés thérapeutiques de chaque pollen. Voilà, ça c'est un chaton mâle, c'est-à-dire la florescence mâle du saule qui donne le pollen. Et on a une autre plante avec l'inflorescence femelle qui donne les graines de saule. Donc l'abeille, il faut qu'elle transporte le pollen de la fleur mâle vers la fleur femelle pour qu'il y ait cette fécondation et que l'arbre puisse donner des fruits. Sans abeilles, les saules marceaux ne peuvent pas se multiplier. Sait-on par exemple que ce pollen de saule, butiné et transformé par l'abeille, intéresse au plus haut point la médecine pour ses promesses sur la DMLA, une dégénérescence oculaire liée à l'âge qui affecte 30 millions de personnes dans le monde. Le pollen de saule, c'est un des pollens les plus riches en protéines et en micronutriments. C'est notamment très riche en caroténoïdes, il contient autant de caroténoïdes que les carottes par exemple, mais ce ne sont pas les mêmes caroténoïdes. La carotte, c'est surtout du bêta-carotène, et le saule, c'est de la lutéine et la zéaxanthine qui sont très précieux pour protéger la rétine de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et ça n'est qu'un exemple parmi d'autres pollens qui renferment d'autres propriétés que la recherche scientifique commence à peine à explorer. Mais le plus gros combat de Patrice Percy-Ducerre, c'est l'approvisionnement. La France représente à peine 15% de ce qu'il parvient à acheter, et d'année en année, il a de plus en plus de mal à en trouver. C'est un mélange de prunier, fleurs de prunier, donc voilà, et dessous il y a du saule. C'est-à-dire que les abeilles sont passées du saule au prunier. Là, c'est récolté tous les 4 jours, donc là, les 2 tiroirs, on a ramassé 500 grammes. Il a pour mission cette année d'en trouver 20 tonnes s'il veut maintenir son entreprise et ses 16 employés. Et c'est avec la Roumanie qu'il négocie, un pays où il est sûr de se fournir en pollen bio. La Roumanie, c'est le pays d'Europe où il y a le moins de pertes d'abeilles, où les abeilles sont en pleine santé. Il y a des régions entières comme la Transylvanie, les Carpates, qui n'utilisent aucun pesticide, quasiment aucun pesticide, parce que c'est une petite agriculture vivrière. Et ils n'ont pas les moyens très pauvres, et ils n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides. Ils se débrouillent sans, comme on faisait il y a 2 siècles en France. Il téléphone ce matin à sa collaboratrice qui est sur place. Bonjour Frédéric. Bonjour, comment allez-vous? Eh bien ça va. Il est un peu inquiet car rien n'est joué d'avance. L'année dernière, il a eu un gros souci avec un fournisseur roumain. Il fait beau, il fait bon comme tout, donc c'est très bien. À quel stade en sont les saules là-bas? Les sols, alors bon, ça dépend des régions, ça commence à fleurir, mais voilà, ça va vraiment exploser dans une semaine, pas avant. Non, vraiment, je ne suis pas inquiète sur les quantités que nous devrions avoir. On va pouvoir couvrir nos besoins sans aucun problème. Génial. Donc vraiment, ce partenariat a vraiment fait un grand succès, quoi, un grand succès, très bonne écoute. Je suis bien rassuré parce que j'étais assez angoissé pour ça. Ouais, mais non, vraiment, les nouvelles sont bonnes. Sur les 2 apiculteurs que nous avons rencontrés avant, les 2 nous ont donné de nouveaux contacts. Donc, on dort mieux le soir. Oui, moi aussi, je vais mieux dormir. Écoutez, bon courage et puis à vendredi. Merci beaucoup, à vendredi. Au revoir. Au revoir. Vous avez l'air... Ça soulève l'émotion parce que c'est une carte majeure pour l'entreprise. Ça représente le tiers de nos achats. Si on les rate, on est foutu. Le tiers des achats. Vous vous rendez compte? Mais une société comme ça, il reste 5, 6, 7% de bénéfices à la fin de l'année. Et si on n'a pas le pollen à vendre, on a les frais qui continuent à courir. Et c'est très fragile, vous comprenez? Voilà, c'est ça. Donc c'est tous les jours de la bagarre comme ça, et c'est difficile. Patrice Percy-Ducerre parviendra malgré tout à acheter cette année 18 tonnes en Roumanie. Le pollen français deviendrait-il lui aussi un produit rare? C'est déjà le cas pour la gelée royale, ce concentré de vitamines et d'acides aminés qui aurait un effet booster sur notre santé. Au sein de la ruche, la reine seule s'en nourrit,
Et c'est ce régime exclusif qui lui confère une longévité 40 fois supérieure à celle des abeilles ouvrières. C'est dire le pouvoir de cette substance. Seule une poignée d'apiculteurs ont choisi d'en produire, comme Rémi Pellissier, que nous sommes allés rencontrer dans le Cher. La production nationale couvre 2% à peine de notre consommation. Là, vous voyez, j'ai beaucoup de chance. Je cherchais la reine et je la trouve sur le premier cadre. Donc je vais l'isoler. Donc je vais la reposer de ce côté-là. Produire de la gelée royale, c'est entamer un jeu de cache-cache avec les abeilles. C'est leur faire croire qu'il n'y a plus de reines dans la ruche pour les obliger à nourrir pendant 3 jours de nouvelles larves qui viendront la remplacer. 3 jours, c'est le moment optimum. Si on attend une journée de plus, on récoltera une larve énorme qui aura consommé toute la gelée royale. Mais on n'aura plus de gelée royale. Voilà, c'est à 3 jours précisément que le cycle est optimum pour nous. Récolter les larves, les greffer dans chaque alvéole pour les replacer dans la ruche, en extraire une petite quantité à chaque fois, une succession de manipulations extrêmement méticuleuses qui en fait un produit très coûteux en main-d'œuvre. C'est la raison pour laquelle elle est importée en masse de la Chine. La gelée royale, c'est principalement du temps. Et bon, on le sait, pour tous les produits manufacturés, faits en Chine ou ailleurs, maintenant, il n'y a pas qu'en Chine, mais c'est le coût de la main-d'œuvre qui change complètement le coût du produit, qui doit être autour de 30 fois inférieur au nôtre. Nous sommes donc allés rencontrer le plus gros importateur français de gelée royale. Il se trouve qu'il est aussi le plus gros négociant de miel et de ses dérivés. La société familiale que dirige Benoît Marie se situe dans la banlieue nantaise. 23 magasins en France, mais aussi de la vente par correspondance. Et depuis peu, un tout nouveau business, les produits de la ruche déclinés en version spa, avec massage et tout et tout. La gelée royale, il sait la fabriquer. Il a d'ailleurs quelques ruches témoins, juste pour les visiteurs. S'il a choisi de ne plus en faire, c'est pour se consacrer entièrement à la production de miel. Les variétés d'abeilles qui sont bonnes pour la gelée royale ne sont pas automatiquement les meilleures pour la production de miel. On peut difficilement associer une performance en production de miel et une production de gelée royale. Aujourd'hui, toute la gelée royale vendue par sa société vient de Chine. Une question de coût, même si l'homme d'affaires ne tient pas à rentrer dans les détails. Famille Marie, il en écoule combien chaque année de gelée royale? Quelques tonnes. Voilà. Quelques tonnes, ça veut dire combien de tonnes? C'est confidentiel. Il en importe en fait plus de 200 tonnes chaque année. À 15 € le pot de 10 grammes vendu au détail, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est sur un marché de niche. Mais ce qui fâche Benoît Marie, c'est quand on dit que sa gelée vient de Chine. Ça vous dérange de parler à la Mongolie ou pas? Ça vous dérange ou pas? Moi je préférerais si c'est possible. Non, parce que si vous voulez, ça nous gêne beaucoup, parce que quand on parle du Tibet, ça ne dérange pas tous les gens, le Tibet est en Chine. Quand on parle de la Mongolie, ça ne dérange pas du tout, c'est la vérité, c'est là où on produit. Ouais. Et quand on parle de Chine, là, c'est affreux, quoi. On est obligé d'expliquer, de réexpliquer, c'est affreux. Ouais. La Mongolie, donc, ses hauts plateaux, ses fleurs, son air pur. Et où l'environnement est excessivement sain. Il faut avouer qu'il a accepté de jouer avec nous la carte de la transparence. Il nous amène dans ses entrepôts pour nous expliquer ses contraintes de chaîne du froid. Sa gelée royale, il l'a fait voyager congelée par bateau, puis la stocke dans ses frigos. Elle est décongelée quand elle arrive au port. Après, elle est tout simplement envoyée en analyse en laboratoire pour valider la qualité au niveau des acides aminés, des minéraux, ainsi que, si vous voulez, la garantie de non-présence de contaminants et également de la certification biologique EcoCert. Et à la suite de ça, après, elle arrive fraîche, après, tout simplement, telle que prête à consommer et stockée tout simplement à 5 degrés.
Cette gelée royale, nous avons nous aussi tenu à la soumettre aux analyses, compte tenu de toutes les malfaçons et tricheries en provenance de ce pays. Nous sommes donc retournés voir Paul Schweitzer. Au niveau des antibiotiques qu'on a fait dessus, les mêmes que pour le miel, il n'y a pas eu de trace de mise en évidence. Donc là, elle est conforme. Reste à savoir si elle n'a pas été falsifiée. Alors, un des problèmes, une des façons les plus simples pour falsifier de la gelée royale, c'est de rajouter du miel dedans. Comme la valeur marchande des deux produits est très différente, même en ajoutant 10-20% de miel dans une gelée royale, je dirais que l'affaire est juteuse sur des quantités. Donc là, il y a différentes techniques qui permettent de le voir. On peut faire un dosage des sucres pour voir s'il n'y a pas de sucre spécifique du miel, si le profil des sucres est conforme avec ce qu'on a pour une gelée royale. Donc là, il n'y a pas d'anomalie qui a été observée. C'est une gelée royale conforme avec ce qui est annoncé. Il n'y a pas de signe de mauvaise qualité. Il y a des gelées royales chinoises qui peuvent être très bien, apparemment c'est le cas de celle-là, il faut le dire. Hein. Il y en a d'autres où c'est catastrophique, où on sait qu'il y a de la falsification. Ça existe aussi. Et c'est ce que dénonce Rémi Pellissier, lui qui a créé avec ses collègues une appellation gelée royale française avec des normes très strictes. Nourrir ses abeilles avec le pollen et le nectar des fleurs et rien d'autre. Il tire à boulet rouge sur ces gelées d'importation. Ils mettent rien dans la gelée. Enfin, j'espère, pas à ma connaissance. C'est surtout au niveau du suivi des colonies, des ruches, où il peut y avoir, je dis bien il peut y avoir, pas systématiquement, mais dans certains cas de figure, quand la nature n'est pas là pour amener les éléments nécessaires aux abeilles pour la sécrétion de la gelée royale, ils peuvent amener des produits que nous, on s'interdit d'amener pour remplacer le nectar et le pollen. Du style, pour le pollen, on peut le remplacer par la levure de bière, on peut le remplacer par des farines, donc ce qui est le plus employé là-bas, c'est des farines de soja, potentiellement transgéniques. Voilà, des produits comme ça, des produits comme du blanc d'œuf lyophilisé. Il y a plein de choses, hein. Y a l'imagination et le potentiel est très très large. Hein. Laissera-t-on ces succès d'années de gelée royale envahir encore longtemps le marché? Qui prendra conscience que le miel et les produits de la ruche sont des denrées nobles qu'il faut réhabiliter? Pour le miel aussi, les importations ne cessent de grimper. On a perdu en France 15 000 apiculteurs ces 15 dernières années. Et pour ceux qui restent, la récolte fait souvent défaut. Loïc Leray, apiculteur dans la campagne nantaise. Les pesticides déversés dans les champs qui entourent son rucher font qu'il est devenu aujourd'hui l'infirmier de ses abeilles et accessoirement un producteur de miel. Cela fait 6 ans qu'il a des récoltes aléatoires et cette année, la sécheresse aidant, il aura encore de nouvelles pertes. Alors déjà, il y a tous ces cadres-là qui sont désertés. Celle-ci a plus souffert que les autres. À cette époque-là de l'année, normalement, ça devrait être gorgé de miel. Là, on devrait avoir 2 hausses de miel. Là. Dans ce rucher-là, en tout cas, on va dire que c'est pas la récolte que j'aurais pu espérer. Il y a eu quelque chose dans l'environnement de ce rucher qui a fait que mes ruches étaient fragilisées. Donc cette mielée de printemps, pour nous, elle est perdue, quoi. Il y a 90 ruches dans le rucher. Donc c'est une perte à peu près d'une tonne, 900 kg à une tonne dans ce rucher. Donc ça, c'est un petit peu navrant, quoi. Un